Dans la capsule d'aujourd'hui, on vient discuter de 3 choses à faire qu'on ne devrait pas éviter et dans lesquelles il faut investir au jour 1 pour assurer la pérennité de son entreprise. Bonjour à tous, mon nom est Anne Edma Louis. J'ai fondé le cabinet Amlia Avocat et nous accompagnons les entrepreneurs pour les aider à démarrer et faire croître leur entreprise. Et nous avons également conçu un programme de formation sur la gestion d'entreprise qui s'appelle Code Entrepreneur. Donc, le premier, on peut avoir l'impression que ça va de soi, mais au contraire, je rencontre des gens qui oublient cette étape. Et il s'agit de choisir sa forme juridique et d'enregistrer son entreprise. Donc, il ne suffit pas de choisir, il faut également faire les démarches nécessaires pour que notre entreprise soit effectivement enregistrée et reconnue. Il y a seulement quelques exceptions dans lesquelles ce n'est pas nécessaire. Donc, si on se lance en affaires et qu'on utilise son prénom et son nom pour se faire connaître, ce n'est pas obligatoire de s'enregistrer. Donc, on n'est pas obligé de faire tout ça. Par contre, si on décide de se lancer comme travailleur autonome et d'avoir un nom qui est différent du sien, donc exemple Amlia Avocat, alors là c'est impératif, il faut absolument qu'on enregistre notre entreprise sur le site du REQ si on est au Québec. Donc ça, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Il m'est arrivé de rencontrer des entrepreneurs, pas souvent, mais ça arrive, qui sont en affaires depuis un certain moment, depuis plusieurs mois, qui ont leur page de médias sociaux, qui font des ventes, mais qui n'ont malheureusement pas pris le temps d'aller enregistrer leur entreprise, ce qui fait en sorte que si quelqu'un voudrait en savoir un peu plus ou voudrait aller faire des recherches pour voir qui est derrière cette entreprise, ce serait impossible et ce n'est pas légal. Donc l'enregistrement est requis. Le deuxième point qui est non négligeable, c'est si on décide de faire affaire sous un nom qui est différent du sien, mais c'est important rapidement de savoir est-ce que ce nom a le potentiel de devenir une marque de commerce. Donc concrètement, la marque de commerce, c'est la seule façon d'avoir l'exclusivité à travers un pays, à travers le Canada par exemple, sur ce nom dans notre industrie. Donc souvent, les clients qu'on rencontre, lorsqu'ils démarrent, ils vont regarder sur le site local, sur le site provincial pour voir si le nom est disponible, ce qui est facile à faire et ce qui permet d'avoir un peu d'informations, mais sans prendre le temps de vérifier si c'est disponible au Canada et si c'est un nom qui a le potentiel éventuellement de leur appartenir de façon exclusive. Donc, si on a, par exemple, un concept de restaurant et qu'on aimerait éventuellement le franchiser, mais la marque de commerce est une étape qui est essentielle parce que le nom qu'on choisit, on va vouloir capitaliser dessus, c'est un actif, ça va prendre de la valeur, donc on veut pouvoir s'assurer que c'est un actif qui va nous appartenir pour le long terme. Également, une chose qu'il faut prendre en considération par rapport aux marques de commerce, c'est que si on n'a pas la marque de commerce, ça n'empêche pas quelqu'un de venir nous copier en reprenant le nom ou un nom similaire pour une entreprise qui nous ferait concurrence. Et on peut se retrouver aussi dans une fâcheuse situation où on doit changer son nom. Donc, si ça fait plusieurs années qu'on est en affaires, qu'on a bâti une certaine notoriété, bien, de ne pas avoir l'exclusivité, de ne pas avoir notre marque, c'est d'être sur un terrain incertain, c'est de se mettre à risque et ça peut être assez fâchant de devoir changer de nom, de devoir faire un rebranding et ça peut aussi mener à une situation de stress. Donc, si on veut éviter tout ce genre de problème, alors c'est préférable d'emblée d'opter pour une recherche de nom pour valider et dès que possible d'obtenir une marque de commerce. D'autant plus que ça prend quand même du temps, on parle de 2 à 3 ans, donc vaut mieux commencer plus tôt que tard. Et le dernier point qui est non négligeable, si on est un prestataire de service et qu'on a des clients, alors il ne faut pas négliger sur le contrat de service. Donc le contrat de service, c'est vraiment l'entente que vous avez avec vos clients. C'est une entente qui est bilatérale. C'est important autant pour protéger le client que pour vous. Donc, dans votre contrat de service, on va retrouver des clauses notamment par rapport à la résiliation du contrat. Donc, lorsque vous signez un client, c'est important de savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent mettre fin au contrat et de savoir qu'est-ce qui va vous arriver le cas échéant. Alors qu'ici, on n'a pas de contrat, on est dans une zone grise. Donc, on n'est pas certain c'est quoi les modalités, c'est quoi les préavis. Donc, ça peut être assez dérangeant ou ça peut causer des situations imprévisibles qui peuvent nous amener à une certaine précarité financière. Donc ça, c'est un exemple de clause parmi plusieurs. Et la résiliation, c'est pas que pour le client, ça peut être également pour vous. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous ne souhaitez pas forcément poursuivre la relation d'affaires. Et d'avoir un contrat, ça permet vraiment d'avoir des barèmes qui sont clairs et des attentes aussi respectives qui sont claires. Donc dedans, vous pouvez non seulement indiquer ce que vous promettez de compléter comme mandat, mais également quelles sont vos attentes envers vos clients afin qu'ils vous aident à réaliser le mandat dans les délais prescrits.
Donc, c'est vraiment autant pour vous que pour eux. Et ça, c'est quelque chose que je vous incite à faire assez tôt dans vos démarches. Dès que vous avez vos premiers clients, je recommande d'opter pour un contrat qui est rédigé sur mesure. Et également parce que je rencontre des clients qui me disent « mon bon de commande ou mon devis, c'est ça mon contrat ». Mais dans le bon de commande ou dans le devis ou dans la soumission, on n'inclut pas justement typiquement ce genre de clause auquel je fais référence pour les attentes et la résiliation, entre autres. Puis on aurait d'autres clauses encore auxquelles on peut penser comme les modes de paiement, le dépôt, comment ça fonctionne, l'échéancier de paiement. Donc, le devis, l'estimation, la soumission, c'est pas assez complet, ça englobe pas tous les éléments qui sont essentiels, d'où le fait que je recommande toujours d'opter pour un contrat de service. Donc, ça se termine pour la capsule d'aujourd'hui. Donc, l'objectif était vraiment de vous partager 3 étapes juridiques qui sont non négligeables, qui sont essentielles pour la bonne gestion de votre entreprise et pour vous donner les meilleures chances de réussir. Merci d'avoir regardé la capsule et on se revoit dans la prochaine vidéo.